bienvenue à toutes et tous. Bienvenue dans cette table ronde sur la reconnaissance des compétences du mentor. Je suis ravie d'être votre animatrice aujourd'hui. Je m'appelle Claire Duisabo et je pilote aujourd'hui les programmes de mentorat dans une association qui s'appelle Article 1, qui est une association membre du collectif Mentorat depuis sa création. Donc voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Cet atelier, donc, il a pour objectif de parler de la reconnaissance des compétences du mentor et elle fait suite à une table ronde qui a eu lieu en plénière. Je ne sais pas si tout le monde était bien en plénière avant, mais il y a déjà eu un débroussaillage, on va dire, sur la reconnaissance des compétences du mentor au XXIe siècle, où justement, on a déjà eu le plaisir d'entendre les interventions de Hedger et de Karima qui sont avec nous aujourd'hui, que je vous représenterai un peu plus tard. Du coup, voilà comment va se passer l'atelier. Pendant 45 minutes, nous allons entendre les intervenantes et puis ensuite, il y aura 30 minutes de questions-réponses à la fin. Vous pouvez d'ores et déjà utiliser le chat. C'est un outil qui fonctionne comme tous les autres outils. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Si on voit qu'il y a vraiment un moment où il y a beaucoup de questions, vous pourrez les poser. Enfin, voilà, il y a notre modératrice qui pourra les faire remonter au milieu des interventions, mais il y aura vraiment un temps dédié à la fin. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis aussi, je vous rappelle les bonnes pratiques de visio. Quand vous ne parlez pas ou que vous n'intervenez pas, n'hésitez pas à couper vos micros pour les bruits éventuellement intempestifs et qu'on laisse bien la parole à nos intervenantes, puisque aujourd'hui nous avons 4 femmes. C'est une table ronde exclusivement féminine. Donc on aura le plaisir d'entendre Hedger Gemel. Bonjour, alors je ne sais pas si vous pouvez faire un petit signe ou allumer votre caméra pour que les gens vous voient. Vous êtes professeure associée de management et directrice du Centre d'innovation en Open Leadership pour la diversité et l'inclusion à l'EDEC. Oui, merci. Je n'arrive pas à allumer ma caméra parce qu'il n'y a que 12 caméras qui peuvent être allumées. Ah oui, alors attendez, on va enlever quelqu'un. Voilà, on va enlever quelqu'un. C'est bon, normalement c'est bon. Eh bien, parfait. Ah, formidable, c'est mieux comme ça, effectivement. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Ensuite, nous avons Sarah Bilot. Vous êtes déléguée générale d'AnimaFac. Je me permets d'intervenir. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais la connexion et la qualité audio est très problématique. Ah, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Non, moi j'entends bien. Non, j'entends très bien. On entend bien, Claire, ouais. Non, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Parfait. Peut-être réactualiser, je ne sais pas, si jamais vous avez un Bon, problème. bah écoutez, c'est ma connexion alors qui n'est pas la bonne. On espère vous avoir avec nous quand même. Donc Sarah Bilot, je disais, vous êtes déléguée générale d'AnimaFac. Bonjour, si vous pouvez faire un petit signe pour que les gens vous identifient. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, Sarah Bilot d'AnimaFac, enchantée d'être là. Bonjour. Ensuite, nous avons Sandrine Martin. Merci d'être là. Vous êtes directrice enseignement supérieur jeunesse à l'AFEV, une association bien connue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et enfin, Karima Cherifi, qu'on a du coup déjà entendu en plénière. Vous êtes DRH chez Nexence France et ancienne mentorée de NQT. Vous avez la double casquette. Voilà. Exactement. Merci Bonjour à tous. D'être là toutes les 4. Bon, c'est super. Donc, j'ai déjà parlé de l'usage du chat, vous le savez, et des bonnes pratiques sur les micros et les caméras. Nous pouvons donc commencer et rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer à donner la parole à vous, Hedger. Donc, pour commencer, on peut rappeler que le mentorat, c'est enrichissant tant pour le mentoré que pour le mentor. On l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment gagnant-gagnant comme relation. Et donc, Hedger, vous pouvez peut-être nous en parler puisque vous êtes du coup directrice de ce centre d'innovation en Open Leadership pour la diversité et l'inclusion à l'EDEC. Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter les résultats de vos recherches, déjà nous dire un peu où vous en êtes, et nous présenter les compétences acquises par les mentors lors de leur engagement dans une relation de mentorat? Merci beaucoup pour la question. Alors, nous avons déjà commencé à travailler sur les mentors et les mentis, cette relation mentorale à travers une étude des femmes issues de la diversité qui sont mentorées. Et on a commencé à avoir des résultats avec ces études qui étaient menées en partenariat avec le Club 21e siècle dans le programme Révélateur. Donc là, on a eu déjà quelques résultats qui montrent que la relation mentorale, elle permet aux mentors et pas seulement aux mentorés d'acquérir des compétences et d'évoluer sur plusieurs niveaux. Tout d'abord sur ce qu'on appelle un axe psychosocial. Donc ce sont des bénéfices comme l'autosatisfaction, l'estime de soi, la connaissance de soi.
la capacité de renouveler, d'actualiser ses connaissances, d'en développer d'autres aussi. Et il y a aussi d'autres bénéfices en termes professionnels, puisque quand on est en position de mentor, on utilise ses compétences en leadership que l'on peut être amené à utiliser en entreprise pour gérer une équipe, pour interagir, pour collaborer. Et comme on le sait, le leadership, c'est une question d'exercice, ce n'est pas uniquement des compétences innées. Le fait de travailler avec quelqu'un dans une relation de confiance mentorale, ça permet justement d'avoir un très bon exercice qui permet de développer la connaissance de soi, l'empathie, la communication, mais aussi beaucoup l'écoute, la confiance que l'on a dans les autres. Et donc, ça génère... Il y a beaucoup de bruit, je ne sais pas s'il y a... Il y a quelqu'un qui fait un bruit de fond, effectivement. Si vous pouvez désactiver vos micros. Et donc, ça permet aux personnes qui sont dans ces positions de mentor aussi d'avoir un atelier pour développer leur leadership et de mieux se connaître, ce qui peut leur donner énormément d'avantages au travail, mais aussi cette autosatisfaction d'aide, d'être en position d'aide, de support. On constate que ça génère énormément aussi de bénéfices en termes d'engagement au travail, en termes de motivation et de satisfaction. Alors merci, on a des petits grésillements quand même là. Attention, est-ce que la personne qui clique sur des choses peut se mettre en... Je pense que c'est moi, mais je suis désolée, je ne sais pas comment on fait pour couper le son. Alors on peut vous couper le micro. C'est la Teams, donc là je suis un petit peu perdue sur l'environnement numérique qui m'est proposé en fait. Alors attendez, je vais essayer de vous couper le micro pour voir si c'est mieux comme ça. Normalement c'est bon, voilà. Ah non, j'entends toujours des petits bruits. Vous m'entendez? Oui, alors redites-moi, vous êtes Aubray, c'est ça? Oui. Voilà, normalement c'est bon, vous êtes coupé. Bon, on peut continuer. Merci beaucoup, Edjara. Vous vouliez poursuivre peut-être? En fait, je voulais juste dire qu'on a une étude qui est en cours, qui démarre avec plusieurs associations du collectif Mentorat. Et celle-là, elle s'adresse justement plus exactement à la relation mentorale avec des jeunes. Et donc, on est en train de travailler avec plusieurs associations qui font partie du collectif Mentorat sur justement les bénéfices de cette relation pour les deux parties, aussi bien le mentor et le menti, et la personne mentorée. Donc, on va leur poser des questions au début de la relation mentorale et à la fin de cette relation mentorale. Et on espère pouvoir vous présenter justement les résultats l'année prochaine, mais on a déjà des idées justement de l'axe que l'on veut creuser, et on sait que ce qu'on aimerait observer plus particulièrement et qui n'est pas aujourd'hui très présent dans la littérature, c'est la capacité pour le mentor, mais aussi pour la personne mentorée, d'acquérir plus de compétences qui lui permettent d'être plus inclusive et ouverte vers la diversité, parce que n'oublions pas que la relation mentorale permet de mettre ensemble des personnes qui sont de différents milieux, de différents contextes, et que ça peut amener une plus grande ouverture vers la diversité. Super. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple du protocole que vous employez? Par exemple, l'enquête, l'étude dont vous parlez, ce sera sur combien de personnes en termes d'échantillons, par exemple? Alors là, nous allons poser les questions, c'est un questionnaire. Nous allons aussi poser des questions, avoir des interviews, donc pour avoir un matériel, ce qu'on appelle qualitatif. Mais en nombre, on estime, on aimerait avoir des centaines, probablement des milliers de retours. Donc, c'est une occasion pour moi d'inciter tous les mentors et tous les mentorés qui font partie des associations avec lesquelles on travaille. En particulier, je vais en citer quelques-unes, comme l'AFEV, comme Proxité, Article 1, Télémac et NQT, qui vont avoir de nos nouvelles très bientôt, et plus on aura de réponses, plus nous allons pouvoir avoir des résultats intéressants.
Merci beaucoup. Et juste, pardon, dernière question, puis après je donnerai la parole à Sarah Bilot d'AnimaFac. Comment vous faites pour que le mentor et le mentoré les identifient en ait conscience, pardon. Est-ce que c'est-à-dire que c'est à eux d'identifier les compétences qu'ils développent ou c'est votre travail à vous, un peu de maïotique, si je puis dire, pour les aider à prendre conscience qu'ils ont progressé sur certaines compétences dont ils n'avaient peut-être pas conscience? Alors là, c'est justement notre partie, c'est notre travail. Nous avons fait travailler sur une grande étude de la littérature, c'est ce qu'on appelle une revue de la littérature, pour voir justement qu'est-ce qui a été observé jusqu'à aujourd'hui dans les études, notamment nord-américaines. Mais pour l'instant, elles sont focalisées beaucoup sur la partie mentorée. Nous avons travaillé aussi sur les quelques études sur le mentor et on a développé un questionnaire justement qui pointe un certain nombre de compétences, mais aussi des perceptions à travers des questions. C'est ce qu'on appelle des échelles de mesure, donc une notion qui est évaluée à travers plusieurs affirmations sur laquelle sur chacune de ces affirmations, le répondant ou la répondante doit se positionner donc, sur une échelle. Et donc, c'est un exercice qui, bien sûr, nous permet d'évaluer ce qui se passe à la fin par rapport au début, mais aussi c'est bien sûr une occasion pour ces personnes de prendre conscience, parce qu'en répondant aux questions, forcément qu'elles vont prendre conscience de ce qu'elles ont développé. Elles vont se questionner, elles vont conscientiser certaines choses. Si elles ne répondent pas bien sûr à ce questionnaire et si elles ne prennent pas le temps d'y réfléchir, ce qui est souvent le cas, elles n'auraient pas l'occasion justement d'avoir cette opportunité de se dire tiens, je fais le point sur qu'est-ce que j'ai pu apprendre à travers cette relation mentorale. Bien sûr, les questions que l'on pose au début de la relation, c'est aussi une occasion d'avoir la motivation, ce pourquoi on est venu, qu'est-ce qu'on attend et sur comment on se positionne sur certaines questions, comme l'empathie, comme la confiance en soi, comme aussi la perception de la diversité et de ce qu'elle peut apporter, comme l'ouverture aux autres, le leadership aussi. Évidemment, ce sont des questions indirectes. On privilégie énormément de questions indirectes et la personne va répondre à peu près aux mêmes questions à la fin, en plus de quelques-unes pour finaliser. Et ça nous permet, nous, de dresser un bilan parce que nous pouvons savoir comment la personne se positionnait au début et vers quoi elle tend à la fin. Et c'est ce qui va nous permettre d'amener des réponses à des questions aujourd'hui encore peu étudiées, peu explorées, sur notamment qu'est-ce que cette relation mentorale amène au mentor. Et notre ambition, c'est que cette recherche permet aussi aux entreprises, aux DRH, comme Karima ici présente, de pouvoir plus facilement reconnaître ses compétences, éventuellement aussi permettre de cerner dans un certain référentiel ces compétences développées par le mentor. Aujourd'hui, le mentor arrive de manière volontaire et sa principale motivation, souvent, c'est vraiment d'apporter à l'autre et ignore souvent que à travers cette relation, ces questionnements, il y aura une réflexivité, il y aura aussi un apprentissage qui va le faire évoluer. Et donc, cet exercice de recherche qu'on va faire permettra certainement aux entreprises de mieux reconnaître ces compétences-là. Et peut-être aussi, ça donnera plus de vocation à des mentors demain de s'engager dans une relation de soutien et de mentorat. Absolument. En tout cas, c'est vrai qu'on a hâte de voir les résultats puisque cette mesure de l'impact, c'est la plus belle preuve de l'intérêt de la relation mentorale. Et puis, je trouve ça aussi très intéressant ce que vous avez dit sur l'intérêt pour les entreprises d'arriver à le valoriser. Comme vous l'avez dit tout à l'heure en plénière, j'ai bien aimé votre phrase. Une relation de mentorat, ça vaut beaucoup plus que 30 heures de formation sur les stéréotypes organisés en interne. Et c'est vrai que le vivre dans sa chair, il y a quand même rien de plus beau. Donc, merci beaucoup, Edger. On vous redonnera la parole tout à l'heure.
Je vais maintenant donner le micro à Sarah Bilot. Bonjour, enfin rebonjour. Vous êtes déléguée générale d'AnimaFac, association qui a coordonné notamment le projet européen European STEP, si je prononce bien. Donc ce projet, il interroge la reconnaissance justement de l'engagement des jeunes dans les parcours étudiants, dans les différents pays de l'Union européenne, et notamment dans le fait que la relation mentorale est aussi un facteur pour développer des compétences complémentaires à celles acquises dans le parcours scolaire, si j'ai bien compris, et dans le parcours académique en général. Donc est-ce que vous pouvez peut-être nous parler déjà de ce projet, et puis nous dire les raisons qui ont poussé les étudiants à s'engager, quelles compétences ils développent, et nous présenter rapidement les modalités de reconnaissance de cet engagement. Vulgariser tout ça. Merci. Avec plaisir. Et donc du coup, AnimaFac, c'est un réseau d'associations étudiantes. On fait partie des toutes dernières structures qui viennent de rejoindre le collectif Mentorat il y a à peu près 3 semaines. Bienvenue. Merci. Et on en est ravis. Ce que je vous propose, c'est de le prendre un tout petit peu à l'envers. Je vais commencer un peu par ces questions de qu'est-ce qui pousse les étudiants et étudiantes à s'engager aujourd'hui. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a relevé dans le cadre de la thèse de Claire Toury, qui avait travaillé en chiffres chez nous il y a quelques années maintenant, 5 raisons principales. Alors, pardon, juste pour bien dire, qu'est-ce que c'est CIFRE, peut-être expliquer aux participants qui ne connaissent peut-être pas. Un contrat CIFRE, c'est un contrat de thèse en lien avec une structure, alors souvent soit de la fonction publique, soit des acteurs privés comme les associations, et en gros, il y a le chercheur ou la chercheuse est présente dans un contexte spécifique et va faire de la recherche, un petit peu de la recherche-action finalement, pour mettre en œuvre sa thèse. C'est plutôt intéressant et ça permet aux structures, en tout cas associatives, pour nous de grandir et de pouvoir travailler sur des études un peu larges. Et donc du coup, dans le cadre de sa thèse sur la question des engagements étudiants, elle relève un peu 5 parcours, 5 raisons qui poussent les étudiants et étudiantes à s'engager. Je pense que c'est intéressant pour nous de le savoir dans cette relation de mentorat, parce que je pense que Sandrine reviendra dessus par la suite, mais les étudiants et étudiantes peuvent être des mentors. Certains l'ont dit lors des tables rondes précédentes. Ce qui pousse les jeunes à s'engager aujourd'hui, il y a vraiment cette question un peu de construction identitaire, de ce qui permet d'affronter un peu ces problèmes, de pouvoir de se dire que l'engagement c'est quelque chose d'épanouissant et que du coup en participant à un projet ou en soutenant une cause, les élèves peuvent et les étudiants peuvent se socialiser et apprendre à mieux se connaître. La deuxième raison, elle va plutôt être sur la question d'avoir envie d'aider pour une cause proche de ses idéaux et d'avoir envie d'améliorer la société. C'est ce qu'on peut aussi rapprocher de la question de l'engagement politique sans que le terme politique soit forcément associé à un parti. Dans la troisième raison, il y a le fait de se rendre utile. En donnant un peu de temps, un peu d'énergie. Souvent, on l'associe à ce qu'on appelait l'engagement charité, finalement, pour aider la communauté et soutenir les populations. La quatrième raison, c'est l'envie de faire partie de quelque chose de plus grand, de rencontrer d'autres personnes autour d'un projet commun et de se sentir appartenir à du collectif. Et enfin, la dernière et celle qui nous intéresse le plus, c'est vraiment la question d'acquérir une certaine confiance en soi et des compétences pour se préparer et faciliter l'intégration sur le marché du travail. Aujourd'hui, l'engagement associatif s'est perçu comme complémentaire aux études et ça constitue un bon moyen, et nous on est assez persuadés, d'améliorer son CV. Sur le projet European STEP, c'est un projet qu'on a mené, qui se concentrait en fait sur la valorisation de la participation des étudiants dans les programmes universitaires. C'est un projet qu'on a mené avec plusieurs acteurs de l'enseignement supérieur entre 2018 et 2020. Alors on parle de la Fondation des universités européennes, du Bureau de la vie étudiante de Dublin, de l'Université de Cergy-Pontoise, alors c'est CY University maintenant en France, l'Université de Valladolid en Espagne, l'Université de Vienne en Autriche et le Centre de volontariat de l'Université de Varsovie en Pologne. On a eu plusieurs steps du coup à ce projet. Dans les premiers, c'était de faire un peu une cartographie de ce qui existait en Europe, des cadres législatifs notamment, et de pouvoir voir un peu comment ça se passait à la fois au niveau des politiques gouvernementales et à la fois au niveau des positionnements des universités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a relevé un peu
3 différences de législation des États. On a un peu séparé les pays européens en 3 groupes. Le premier, c'est quand on a un cadre politique sur la reconnaissance de l'engagement des étudiants, et c'est un cadre politique qui serait spécifiquement créé pour l'enseignement supérieur. Typiquement, en France, on a la loi égalité-citoyenneté qui a été créée en 2017. Elle travaille sur cette question de valorisation et de reconnaissance de l'engagement étudiant dans l'enseignement supérieur. Mais Sandrine vous en parlera un peu plus tard. On a un deuxième cadre politique qui va plutôt être sur la reconnaissance de l'engagement dans des activités non lucratives qui soient indépendantes de l'enseignement supérieur. En France, par exemple, on a le compte d'engagement citoyen. C'est une politique globale de reconnaissance de l'engagement. Et on a des pays qui ont cette politique-là et qui ne vont pas en avoir de spécifique sur l'enseignement supérieur. C'est le cas, par exemple, de l'Autriche, de la République tchèque, de la Roumanie, d'Allemagne, etc. Et puis, on va avoir des pays qui n'ont pas du tout de cadre politique sur l'engagement associatif. Et donc, dans ces pays-là, il faut savoir que ça ne signifie pas forcément que les établissements d'enseignement supérieur ne se saisissent pas de la question de l'engagement de leurs étudiants. Simplement, il n'y a pas de soutien politique annoncé spécifiquement par leurs États. Je vous le disais, Sandrine, elle va revenir un peu plus sur ce qui se passe en France. Moi, je voulais vous donner quelques exemples de modalités, en tout cas, de reconnaissance, de valorisation et de validation. Peut-être vous faire un petit peu la différence. En fait, nous, on sépare ce qu'on appelle la valorisation, c'est-à-dire la valorisation de l'engagement, ce que l'autre va reconnaître dans ce que moi je vais faire en tant qu'engagé ou en tant que mentoré, ou etc. On va avoir plutôt la question de la validation, c'est-à-dire qu'est-ce que l'engagement va m'apporter, quelles compétences je vais pouvoir acquérir, et puis on parle dans une autre part de tout ce qu'on appelle l'aménagement dans les parcours. Donc dans l'établissement d'enseignement supérieur, ça peut se traduire par des dispenses d'assiduité, du contrôle final plutôt que continu, etc. On a quand même, avant de vous citer des exemples, on a quand même, auprès des 104 établissements qu'on a interrogés, on a 3 raisons citées majoritairement par ces établissements sur pourquoi est-ce que c'est important pour eux de reconnaître l'engagement. La première qui ressort, c'est vraiment la question de la responsabilisation des étudiants et des étudiantes pour leur avenir, à la fois professionnel et à la fois en tant que citoyen engagé, avec, pour la plupart d'entre elles, l'objectif de renforcer les parcours académiques et de permettre de reconnaître les compétences associées. La deuxième, sur pourquoi est-ce que l'établissement soutienne cet engagement, c'est pour leur permettre de développer des soft skills. Donc on en reparlera, mais tout ce qu'on appelle intelligence émotionnelle et sociale, communication, travail d'équipe, écoute, etc. Et la troisième raison, elle est vraiment sur la question de comment est-ce que l'engagement, elle facilite l'insertion des étudiants sur le marché du travail, et c'est un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur qui travaillent sur cette logique de se dire, en fait, on soutient parce que ça a un impact sur l'insertion des étudiants. Sur les quelques choses un petit peu différentes de ce qu'on peut connaître en France, je vais vous en citer quelques-unes. On a pas mal de cérémonies de remise des prix liées à l'engagement. Alors c'est des choses qu'on voit peut-être un petit peu moins en France. On le voit dans certaines typologies dans une certaine typologie de public, en tout cas. Dans les universités, il y a très peu de cérémonies de remise de prix pour les étudiants engagés. Donc en Pologne, ils le font pas mal. À Chypre, par exemple, on va avoir de grands événements et de grandes campagnes de communication menées par l'établissement d'enseignement supérieur pour valoriser les activités des associatifs engagés. Alors à la fois du côté politique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un soutien aux activités politiques des étudiants et une campagne d'affichage sur ces questions-là. Et sur Amsterdam, par exemple, l'Université d'Amsterdam qui fait la même chose, elle met de côté ce qu'on appelle l'engagement politique dit syndical dans cette question de la campagne de communication. Et donc en gros, ces campagnes de communication, elles sont mises en œuvre pour sensibiliser le plus grand nombre d'étudiants à ce que ça apporte l'engagement. Pour vous donner un peu un comparatif, je ne sais pas si certains étaient dans des universités pendant les JO. Je prends l'exemple de l'université de Grenoble, où il y a des campagnes d'affiches des grands sportifs étudiants de l'université. Et donc du coup, c'est une valorisation aussi de ce que c'est aujourd'hui le sport de haut niveau, par exemple. Et dans des universités comme à Chypre ou Amsterdam, ils font pareil en affichant des grands portraits de ces étudiantes engagées qui finalement changent le monde à leur manière.
Des choses sur lesquelles nous, on n'est pas forcément en accord et qui vont peut-être à l'encontre aussi de ce que porte le collectif Mentorat aujourd'hui. Il y a la question du soutien financier. Par exemple, en Belgique ou à l'université d'Utrecht aux Pays-Bas, je le prononce très mal, je suis désolée, il y a un soutien financier aux étudiants mentors. Et donc du coup, là, on va un peu à l'encontre de ce que le collectif Mentorat et les associations qui ont partie portent comme définition du mentorat, c'est-à-dire un engagement bénévole non rémunéré. Et bien là, en fait, pour faciliter et encourager les étudiants à s'engager, ils vont rémunérer ces engagements. Donc on ne parle pas de bénévolat, on est vraiment sur une question du mentorat qui est très spécifique. Et donc ça posera des questions aussi sur cette définition du mentorat au sens large qu'on pourra avoir au niveau de l'Union européenne. On va aussi trouver des certificats de volontariat, c'est-à-dire que c'est l'université qui va certifier et avoir un espèce de, c'est pas un supplément de diplôme comme nous on peut en avoir en France, mais vraiment un certificat pour dire bravo, l'étudiant s'est engagé, et notamment dans les activités associatives qui vont avoir un lien avec l'université dans lequel l'étudiant va être domicilié. Ça se fait beaucoup en Grèce, et globalement en Grèce, comme ils n'ont pas du tout de cadre légal, c'est à peu près les seules choses qu'ils peuvent faire, parce que qui dit pas de cadre légal dit aussi peu de moyens financiers pour mettre en œuvre cette capacité de reconnaissance de l'engagement étudiant. Et enfin, peut-être quelque chose qu'on a un tout petit peu vu en France, mais qui ne s'est pas trop développé, c'est la question du statut d'étudiant engagé. Aujourd'hui, vous le savez, souvent on a des statuts de sportifs de haut niveau, on a des statuts d'artistes, d'étudiants artistes, d'étudiants entrepreneurs. On a eu quelques universités qui ont fait des tentatives en France de statut de responsables associatifs engagés, mais au Portugal, c'est extrêmement développé dans plusieurs de leurs universités, où vraiment l'étudiant engagé il va avoir un statut particulier et donc du coup une ouverture de droits plus large parce que c'est un étudiant qui aura des particularités et qui aura besoin d'aménagement de parcours, qui aura besoin de valorisation, qui aura besoin de reconnaissance que son engagement apporte à la fois pour lui des compétences, à la fois pour l'université dans son rayonnement et à la fois parce qu'il agit pour un changement de société. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue parce que j'ai un peu peur de dépasser mon temps. C'est déjà hyper intéressant, hein. Franchement, merci. Ça ouvre un monde des possibles. Enfin, notamment, là, j'ai particulièrement aimé la cérémonie de remise des diplômes pour les étudiants engagés. Je trouve ça génial. Effectivement, ça, c'est un truc très concret à mettre en place. Et les campagnes d'affichage, enfin, c'est à portée de main et ça fait vraiment toute la différence, quoi. Donc, merci beaucoup, Sarah. On vous redonnera la parole tout à l'heure. Et vous l'avez bien dit, AnimaFac bosse avec l'AFEV. Donc, le trait d'union est tout trouvé. Je donne maintenant la parole à Sandrine Marlier, jeunesse à l'AFEV, association qui existe depuis 30 ans au moins, je dirais. Grosse association étudiante. Et donc oui, comme l'a dit Sarah, c'est important de rappeler que les étudiants aussi peuvent être mentors, parce que quand on pense mentor, on a toujours l'impression que c'est des cadres chez Total grisonnants, mais pas du tout. Donc c'est bien aussi de montrer que les mentors peuvent être jeunes. Et donc est-ce que vous aussi, vous pouvez un peu prolonger ce que vient de dire Sarah et nous raconter un peu votre retour sur la reconnaissance des compétences de ces mentors étudiants par les universités françaises et comment c'est mis en place? Tout à fait. Alors oui, il y a beaucoup d'étudiants qui sont mentors, et ce depuis très longtemps. Alors vous l'avez dit, à la FEV depuis 30 ans, d'ailleurs c'est notre anniversaire cette année. Merci. Et donc cette question de la validation et de la reconnaissance de l'engagement à l'université en France, à peu près le même âge. On est à peu près autour de, oui, en tout cas moi, il y a 25 ans, il y avait déjà ce débat dans les universités françaises, comment reconnaître l'engagement. Alors à l'époque, il y avait beaucoup de discussions entre est-ce qu'il y a vraiment des compétences acquises, est-ce que ces compétences elles sont reconnaissables par l'université et peuvent être intégrées dans une validation qui était très académique. Donc il y a eu de gros débats sur ce point. Est-ce que c'est vraiment de l'engagement s'il y a une reconnaissance? Donc ça, c'était plutôt du côté des étudiants et des organisations étudiantes qui avaient des doutes sur la pureté de l'engagement, on va dire, à ce moment-là, et sur ce que pouvait induire la reconnaissance par rapport à l'engagement. Bon, à la FEV, on avait vite réglé le problème, puisqu'on a vu, nous, pas de différence entre des étudiants qui venaient, comme l'a dit tout à l'heure Sarah, parce qu'ils étaient un peu militants, en tout cas avec des valeurs fortes, et puis ceux qui venaient parce que c'était reconnu dans leur cursus. Et on avait le même type de mentorat et pas du tout de différence de qualité
en tout cas par rapport à ce qui était fait. Donc là-dessus, on a vu par l'expérience qu'il n'y avait pas de différence. Par contre, ce qui était important pour nous, dans ce qu'on a pu voir par rapport à ce débat-là, c'est que venaient à l'engagement via la validation de l'engagement, en tout cas sa reconnaissance, des jeunes qui ne seraient pas venus à l'engagement autrement, et notamment les plus modestes, pour qui le fait que ce soit reconnu par l'université légitimait le fait de s'engager pour la première fois. Pour vous donner un ordre d'idée, à la Fèvre, on a à peu près 86% de jeunes qui s'engagent pour la première fois. Donc le fait de légitimer le fait de s'engager, c'était vraiment quelque chose d'assez important. Alors, Sarah, on a parlé tout à l'heure, hein, la loi égalité-citoyenneté de 2017 est venue clore le débat. Et pour nous, c'était une bonne chose. En tout cas, on y a beaucoup participé. Expliquer ce que c'est peut-être pour les gens qui connaissent. Alors, en fait, la loi égalité, alors il n'y a pas que la reconnaissance de l'engagement dans cette loi, mais il y a la reconnaissance de l'engagement obligatoire par les établissements d'enseignement supérieur si les étudiants en font la demande. Donc, en fait, tout étudiant aujourd'hui peut demander à son établissement d'enseignement supérieur de reconnaître son engagement et de lui donner, lui prévoir des modalités de reconnaissance. Alors, autant vous dire qu'on a été nombreux à militer pour cette loi, et donc Animafac et la Fèvre étaient très investis à ce moment-là, en tout cas sur ce travail. Maintenant, il y a la loi et l'application de la loi. Et donc aujourd'hui, on a un gros travail à faire avec les établissements d'enseignement supérieur qui pour la plupart sont de très bonne volonté, hein, sur cette question-là, et de très nombreux établissements reconnaissent aujourd'hui les compétences acquises via l'engagement, mais ont des difficultés sur la mise en œuvre. Puisque aujourd'hui vous avez tout un tas de modalités différentes, hein. Ça va d'unités d'enseignement spécifiques liées à l'engagement, en passant par des bonus qui donnent des crédits supplémentaires sur une année, qui donnent des certifications, des diplômes universitaires. Enfin, vous avez tout un tas de modalités différentes, des modalités qui peuvent être adaptées en fonction aussi de votre spécificité d'engagement. Donc c'est pas facile à gérer pour des structures qui ont des milliers de jeunes à encadrer. Et donc on se retrouve en difficulté et notamment sur les questions liées au mentorat, à pouvoir faire valider beaucoup d'engagements, donc beaucoup d'étudiants, puisque ça demande des ressources humaines importantes pour les universités. Et les modalités aujourd'hui de validation ne sont pas suffisamment souples, ou en tout cas harmonisées, pour arriver à faire du volume. C'est un peu moche, hein, ce que je dis, mais aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est celle-là. Et donc, on commence à travailler avec les universités pour les aider à pouvoir justement absorber ces volumes d'étudiants qui ont envie de valider leur engagement. Alors la FEV, c'est assez facile, puisqu'on parlait tout à l'heure de bien déterminer les compétences acquises et de faire en sorte de pouvoir aussi justifier de l'activité des étudiants. À la FEV, on a mis en place un outil qui permet de générer des données pour les universités et de leur permettre de valider beaucoup plus vite. Et donc cet outil, il reprend un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, et le travail qu'on va mener ensemble avec AGER va être très intéressant, puisqu'à la Fèvre, on a déjà commencé à demander à nos étudiants de se positionner quand ils arrivent sur leur niveau de compétences. Et ils ont en fin d'année un autre questionnaire d'autopositionnement sur les compétences acquises pendant leur année. Donc on a déjà cet outil-là. Il est sur une plateforme numérique qu'on appelle REC, donc Reconnaissance de l'engagement étudiant et des compétences. Le nom est un peu moche, mais elle fonctionne bien. Aujourd'hui, ça concerne à peu près 18 000 étudiants, donc ça va être un test intéressant à grande échelle cette année. Et donc, on a la possibilité de donner aux universités, puisqu'elles ont accès à cet outil, à la fois toute l'activité qui a été effectuée par les étudiants en termes de mentorat, donc ils ont le nombre d'heures, le nombre de jours, ce qu'ils ont fait pendant les temps de mentorat, alors de manière très globale, hein, mais ils ont tout ça, ils ont accès à toutes ces données-là, et ils ont aussi ce fameux test de positionnement en fin de parcours. Et donc à partir de là, on commence à avoir des partenariats universitaires où les universités directement, une fois que l'étudiant a fait tout ce parcours, que ce soit en termes de formation, puisqu'il y a aussi un MOOC, hein, sur la plateforme, puis des formations présentielles importantes. Donc la formation plus l'activité plus le positionnement sur leurs compétences permet de valider directement soit une unité d'enseignement libre, soit une certification. Là, j'ai un exemple assez récent qu'on a réussi à mettre en place avec l'Université de Bordeaux-Montaigne, où, parce qu'on a un partenariat depuis des années, ils ont accepté de valider tout le parcours et de plus demander ni d'euros, ni de rapport de fin d'année, qui était souvent, enfin c'est ça qui demande beaucoup de temps aux enseignants-chercheurs quand ils doivent faire tout ce processus de validation. Et donc là, à travers la confiance et puis le travail commun qu'on a pu mener avec cette transmission de données, on est en capacité aujourd'hui de fluidifier
cette partie-là, et ça aide énormément puisque les étudiants, ça les incite quand même beaucoup plus à venir participer à nos activités de mentorat que ce que ça pouvait être, ce qui pouvait être le cas auparavant. En tout cas, on facilite cette partie reconnaissance et validation. Et puis, de fait, ils ont aussi ce travail sur les compétences qui est intéressant pour valoriser eux-mêmes leur parcours. Et on travaille là, ma collègue qui doit être les personnes qui sont en visio travaillent beaucoup en ce moment aussi sur l'édition de badges numériques pour justifier des compétences sur toute la partie insertion et notamment tout ce qui est CV numérique et réseau professionnel. Donc on a aussi le bout de chaîne qui est en train de se mettre en œuvre. Donc ça, c'est une avancée importante, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avec les établissements d'enseignement supérieur, puisque c'est vraiment un gros débat dans les facs, le fait de déléguer une partie en fait, de validation d'un certain nombre de compétences acquises à travers leur parcours universitaire, c'est encore quelque chose qui est parfois difficile. L'autre point qui est intéressant, et j'essaye de faire vite, c'est ce qu'on est en train de faire dans pas mal d'universités. Vous l'avez dit, la question des soft skills est quelque chose de très important dans les parcours universitaires aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup d'universités qui l'intègrent directement dans leur plaquette de diplôme. Et qui sont en train d'intégrer dans les cursus le fait d'acquérir ces compétences à travers l'engagement, mais ça peut être aussi l'entrepreneuriat ou d'autres activités. Et donc là, directement, les étudiants peuvent choisir au sein de leur parcours une activité qui va leur permettre d'acquérir ces compétences. Alors le mentorat en fait bien évidemment partie. Là, j'ai en tête le travail qui a été fait déjà depuis quelques années à Nanterre, celui qui est en train de se mettre en place également à Créteil. Il y a pas mal d'universités qui sont en train de travailler à ça. Et puis après, UFR par UFR, en fonction des diplômes, pas mal de filières sont en train de travailler ces questions-là aussi, soit en validant des stages, soit en validant vraiment un module particulier qui va avoir besoin des compétences qui sont acquises par l'engagement. Je pense notamment à tout un tas de filières qui sont liées, en tout cas pour nous, à la petite enfance ou à l'enfance ou à l'éducation, qui sont des secteurs où assez vite ces choses-là se mettent en œuvre donc d'intégration dans les cursus. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant puisque ça permet de mobiliser beaucoup plus de jeunes et de les sensibiliser plus facilement au mentorat et ça fonctionne plutôt très bien. Là, dans l'évolution, on est sur une phase, mais on en a parlé avec le plan mentorat. À la FEV, on est en train de doubler notre nombre de mentors en un an. Donc c'est assez gigantesque. Pour les ordres de grandeur, vous avez dit tout à l'heure, c'est 18 000, c'est ça? Oui, on était à un peu plus de 8 500, 9 000 l'année dernière, on va arriver à 18 000 cette année. Donc on a vraiment besoin de ces leviers-là et ça marche. Les étudiants sont au rendez-vous. Donc on n'a pas de souci de mobilisation étudiante et évidemment la validation aide beaucoup. On parlait tout à l'heure des éléments par rapport au niveau européen. On travaille aussi à la FEV en ce moment sur un projet pour justement éditer avec des universités et un certain nombre de structures, notamment nos collègues espagnols de la Concordia, je ne sais plus le nom exact, mais nos collègues espagnols qui bossent sur le mentorat, on est en train de travailler fortement sur la question de la création d'un guide stratégique pour les universités européennes pour développer et reconnaître du mentorat. Donc le projet s'appelle Mentor Your Future, donc on est en cours de réalisation. Et là aussi, on voit qu'il y a besoin d'une harmonisation sur cette question-là pour pouvoir avoir les bonnes pratiques et puis aller vite sur cette partie reconnaissance qui est quand même un levier assez gigantesque. Et puis le dernier point, et je m'arrêterai là parce que je suis un peu bavarde, 30 secondes. c'est la question du mentorat lycéen. Puisque avec le collectif mentorat, on a une association qui s'appelle Socrate et qui fait du mentorat lycéen. Donc les lycéens s'engagent aussi pour mentorer des plus jeunes et ça fonctionne bien et je pense qu'on a là un projet de développement qui est dingue parce que en termes de répartition territoriale, ça peut vraiment avoir un impact très très fort. Et là aussi, la question de la reconnaissance se pose. Comment reconnaître dans les parcours scolaires, puisque c'est lycéens professionnels ou même les jeunes qui sont en CFA, on peut tout à fait imaginer des parcours de ce type-là. Comment on reconnaît dans le parcours scolaire le mentorat et les compétences acquises par le mentorat dès maintenant. Donc il y a des expériences qui existent. Moi j'ai eu la chance il y a très longtemps d'être dans un lycée où c'était intégré.
intégré même à l'emploi du temps, hein, c'était le lycée du Futuroscope, où de fait, il y avait une mention au bac qui faisait référence à l'activité, alors on appelait ça là-bas des activités complémentaires de formation, mais c'était de l'engagement, sur des activités associatives notamment, et qui permettait de valoriser les compétences acquises par les lycéens sur la période. Donc là, on a un vrai challenge, je pense, sur la reconnaissance de ces compétences au niveau scolaire. Donc moi, nous, à la FEV, on le porte au moins à partir de 16 ans, mais on peut imaginer que ce soit aussi un peu avant. Et puis la question de Parcoursup se pose, parce que de fait, il y a des choses qui sont mentionnées sur Parcoursup quand on a fait partie des cordées, mais pas pour les autres. Et donc, il y a vraiment un besoin de reconnaître cet engagement-là. Et surtout, il y a une énorme envie des lycéens de s'engager, et de s'engager notamment dans les actions de mentorat. Voilà. Merci beaucoup. C'était super complet. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même eu des gros progrès ces dernières années et il fera bon être étudiant engagé dans les années futures avec plein de leviers, plein de systèmes de reconnaissance. Et voilà, j'ai hâte. J'aimerais redevenir étudiante en 2030 pour bénéficier de tout ce qui sera mis en place. Donc merci beaucoup Sandrine. On va maintenant donner la parole à Karima Cherifi pour cette dernière partie. Presque dans les temps, on va dire. Donc là, on a pas mal parlé des mentors étudiants et du coup de la reconnaissance par les universités des compétences développées. Il y a quand même énormément de mentors qui sont actifs dans les entreprises. Donc il y a aussi le gros sujet de la reconnaissance de ces compétences par les employeurs, par les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience, vous, Karima, et quelles compétences sont développées et puis ensuite, comment elles sont reconnues? Globalement, le mentor, quand il va suivre, que ce soit... moi, je vais donner l'exemple de Nexens. Nos mentors qui suivent les jeunes de nos quartiers des talents, ils vont développer automatiquement des compétences par le suivi, par les échanges quotidiens. J'en parlais encore avec Agère, d'écoute active, de guide en fait. Vraiment, là, on va appeler ça les soft skills, de donner du feedback, de recevoir du feedback, de leadership. Et toutes ces compétences-là sont importantes. Pourquoi ? Parce qu'elles vont nous permettre, nous, déjà, premièrement, de les valoriser dans leur carrière professionnelle. C'est-à-dire que nous, on a intégré le mentorat dans nos process RH. Premièrement, déjà, en intégration, c'est-à-dire que quand on reçoit pléthore de CV sur un poste défini, si on a un collaborateur qui est mentor, automatiquement, ça va être le petit plus qui va faire qu'on va être beaucoup plus à compétence égale. On va se tourner automatiquement vers le collaborateur qui est mentor ou qui s'engage avec une association. Pourquoi ? Parce que ça nous permet, nous, de sentir que le candidat, en fait, a une vraie capacité de leadership, d'écoute active, de bienveillance. Et une de nos qualités, une de nos valeurs chez Nexens, c'est United. Et le United, si on ne s'engage pas, quand un collaborateur s'engage, passe du temps en dehors de sa carrière professionnelle pour suivre un jeune, pour l'aider à s'en sortir, ça, c'est totalement les valeurs de Nexens. Le deuxième point aussi qui est important, et je pense qu'on ne l'a pas assez discuté, c'est qu'il y a deux types de mentorat. Il y a le mentorat interne et le mentorat externe. Et dans le mentorat interne, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment d'intégrer dans l'entretien d'évaluation, c'est le plus qui va faire accélérateur de carrière pour le collaborateur qui est mentor. À partir du moment, par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple, que ce soit Sandrine, Sarah, vous passez votre temps à suivre des jeunes, vous êtes engagé à suivre quelqu'un en entreprise ou à l'extérieur. Nous, on va récompenser ça. Déjà, vous allez avoir une récompense personnelle parce que c'est donner du sens au quotidien et puis c'est aussi développer vos relations interpersonnelles et aussi en communication et en coaching avec votre mentoré. Mais nous, on va remercier ça, pas d'un point de vue financier, mais de vous dire, de vous orienter vers des postes de management de projet ou de leadership ou de management parce que vous avez eu, par exemple, la capacité de remettre en question de travailler sur vos biais, de faire monter en compétence la personne que vous mentorez. Et du coup, pour nous, c'est quelque chose qui est positif et qui va permettre justement d'accompagner les carrières. Et le dernier point aussi qui est intéressant, c'est que le mentorat, ça permet aussi, et je pense qu'on ne l'a pas assez dit, ça permet aussi d'intégrer les collaborateurs. On a beaucoup moins de turnover si on associe une nouvelle personne qui vient d'arriver en entreprise, qui intègre une boîte avec
on appelle ça sponsor, mais moi je dis c'est un mentor. On gagne en réseau, on comprend très vite les codes de l'entreprise, la culture d'entreprise, on s'intègre beaucoup plus rapidement. Et ça, c'est des choses qu'on a tendance à oublier et qu'il faut vraiment valoriser dans notre politique RH. Et moi, je parle là en tant que DRH, c'est un bien en plus. Et le dernier point que je dirais, et ça, j'ai insisté dans la table d'avant, mais c'est vraiment la première porte de la diversité et de l'inclusion dans notre politique chez Nexence, c'est qu'à partir du moment où on s'ouvre vraiment, on ouvre les portes et on est seulement, et je le dis tout le temps, focus sur les compétences. On peut avoir pléthore de profils. Et je répète ce qu'a dit Ager, qui était vraiment des mots justes. Il n'y a pas besoin de formation sur diversité et inclusion. On n'a pas besoin de passer des heures là-dessus. À partir du moment où on ouvre la porte et on se dit on va mentorer des jeunes, des femmes, pour les accompagner dans leur carrière professionnelle, bah ça, je veux dire, en politique RH, c'est vraiment le meilleur outil, le mentorat pour l'égalité des chances. Et du coup, l'impact sur l'entreprise, ça va être quoi? Ça va être d'accélérer les résultats de l'entreprise parce que d'autant plus, on a des gens venant de partout, des personnes venant de partout, de la diversité, du coup de l'innovation, du coup de la profitabilité, du coup des résultats pour l'entreprise. Donc là, je vais faire on va dire le speech un peu capitaliste, et c'est la réalité. On a un retour sur investissement là-dessus. Si on prend des profils semblables, l'entreprise est beaucoup moins profitable. Ager le verra dans ses études. Et le dernier point, je pense, qui est important dans la reconnaissance des mentors en entreprise, c'est que nous, par exemple, et ça me faisait penser un peu ce que disait Sarah Bilot, de ce qui était mis en place en Pologne, nous, on organise des événements et l'idée, c'est pas de faire une prime au mentorat ou d'aller tout de suite sur l'aspect financier, parce que le mentorat, c'est vraiment du don de soi sans qu'il y ait vraiment l'aspect financier. Je pense qu'on doit le gommer. C'est vraiment quelque chose d'important. Et en fait, l'exemple de Sarah en Pologne, nous, on l'a fait chez Nexence, c'est-à-dire qu'on fait un concours du salarié engagé qui est mentor. Et donc, chaque année, en fait, on fait nos mentors ont des talents. Et globalement, c'est quoi? C'est de remercier, de valoriser le collaborateur qui a passé, qui a suivi des jeunes dans la qualité, qui a réussi du coup, grâce à son mentorat, que le collaborateur, en tout cas, que le jeune ait trouvé un job, un contrat d'apprentissage ou un stage. Et ça, il n'y a pas besoin de parler de... Il n'y a pas besoin de parler de on va mettre en place une prime de mentorat. Ou les cadres, moi, je me suis rendu compte, vraiment, les cadres qui étaient chez Nexence, qui suivent des jeunes, ils ont vraiment une satisfaction personnelle qui est tellement profonde. Et même s'ils passent du temps dessus, ils apprennent tellement de choses avec les jeunes qui suivent au quotidien. Et ce qui est le plus important, vraiment, c'est qu'ils aient cette reconnaissance-là en tant que mentor pour que derrière, ça puisse accélérer leur carrière professionnelle. Et je pense que ce soit en interne, ça permet vraiment d'engager d'autant plus ses collaborateurs et d'avoir moins de turnover. Les gens ne partent pas quand ils ont leur mentor qui les suit. Et en externe, ça permet de recruter, ça permet d'attirer des talents qui ont des valeurs de bienveillance, d'unité, united, et surtout qu'on puisse recruter de partout avec une vraie politique d'égalité des chances, de peu importe où on vient sur le territoire français. Bah, c'est super beau. En fait, c'est ça que moi, je suis en train de comprendre, enfin, que j'avais déjà compris, hein, j'étais déjà convaincue, mais en tout cas que vous mettez en lumière, c'est le côté qui se coule, quoi. C'est-à-dire que le mentorat, on a compris que c'était une relation gagnant-gagnant pour le mentor et le mentoré. Et là, c'est aussi l'entreprise y gagne, puisque ses collaborateurs sont plus engagés, il y a moins de turnover. Ça donne des leviers de reconnaissance des collaborateurs. Et en plus, effectivement, il y a plein d'études qui l'ont prouvé, la diversité fait qu'en plus, l'entreprise est profitable, parce que quand il y a des clones qui bossent ensemble, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de créativité qui naît. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est effectivement un énorme, c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de faire avec le collectif mentorat, mais un gros lobby, un gros plaidoyer pour que ce soit généralisé, parce que
voilà ce qu'on disait aussi, ce qui était dit aussi en plénière, c'est que c'est encore un peu niche aujourd'hui. Je ne sais pas si dans n'importe quelle entreprise, quand il y a écrit sur son CV qu'on est mentor, tout le monde comprend bien ce que ça implique derrière, quoi. Se rendre compte de l'implication, de quelles compétences sont en face. Et donc, c'est passionnant qu'on travaille justement sur la reconnaissance, sur des certifications, sur des normes, des normes aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Il faudrait que d'autres entreprises... je ne sais pas si vous, en tant que DRH, vous avez la possibilité de porter la bonne parole à d'autres DRH, justement. En fait, je le fais parce que, en fait, pour la petite histoire, c'est ce que je disais, j'en parlais avec Ager, c'est que nous, au niveau de la branche, donc Nexans fait partie de la branche de la métallurgie, donc qui regroupe tous les grands industriels, que ce soit Renault, PSA, Stellantis maintenant, Schneider Electric, etc. Et l'idée, c'est que nous, on a créé, en fait, on a rédigé avec France Industrie, d'ailleurs, on a fait référence au collectif Mentorat, d'un guide du mentorat. Et l'idée, en fait, c'est de signer une charte du mentorat. Donc, on est en train de la faire signer avec les grands industriels pour justement... et moi, j'interviendrai au sein de ces entreprises-là pour pousser au mentorat, pour intégrer ça dans leur politique RH et vraiment valoriser le collectif mentorat et comment le collectif mentorat peut permettre d'avoir vraiment un impact positif sur l'engagement des collaborateurs dans le monde de l'industrie, parce qu'on fait partie de l'industrie. Après, je pourrais intervenir dans d'autres entreprises, c'est pas un problème. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de pousser les entreprises à le faire. Beaucoup d'entreprises le font déjà, mais ce n'est pas assez intégré et je pense qu'on a vraiment là-dessus une action à faire de façon concrète et je pense que nous, on doit être, que ce soit, c'est pour ça qu'on a créé nous chez NQT un alumni, comme dans les grandes écoles, on a créé un alumni pour justement, j'ai trouvé un job, maintenant je vais influencer et je vais essayer de pousser le mentorat par le simple exemple, c'est-à-dire moi, je travaille dans cette boîte-là, j'ai réussi. Maintenant, il est temps pour moi de renvoyer l'appareil, donc vraiment le give back, et d'intégrer ça dans toutes les entreprises pour qu'on puisse influencer les entreprises à mettre en place le mentorat dans les boîtes des alumni. Et donc ça a bien marché parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte en fait que les entreprises y adhèrent et ça permet vraiment d'enrichir leur politique égalité des chances et diversité et inclusion. C'est hyper intéressant le côté alumni. Effectivement, il faut que les associations chouchoutent tous les mentorés passés par eux, puisque ce sont les meilleurs prescripteurs et ambassadeurs de cette démarche, quoi, c'est sûr. Et du coup, c'est vertueux pour les futurs mentorés qui bénéficieront de l'accompagnement et de l'impact. Et puis, c'est aussi bénéfique pour l'association qui, par le fait d'avoir des nouveaux partenariats, des demandes entrantes, pourra grossir, améliorer ses process, toucher plus de monde. Donc, c'est... Exactement. Nous sommes sur un effet boule de neige, un effet qui se coule à tous les niveaux. Écoutez, merci beaucoup. Je vais passer la balle à Christelle pour la partie des questions. Christelle qui est notre modératrice. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Je crois qu'il y en a déjà une ou deux. Merci beaucoup. Honnêtement, c'était passionnant. C'était très complémentaire. C'était vraiment pertinent de vous avoir autour de la table. Le côté mentor étudiant, mentor entreprise et puis le volet plus recherche et prise de hauteur avec Edgar. Merci beaucoup. Christelle, à toi la parole. Bonsoir à tous, comme j'ai pas eu encore l'occasion de vous parler en direct. Alors, j'ai noté une récente question de Pierre Pinault, qui est une question intéressante et qui disait, mais comment on pourrait aussi reconnaître les compétences acquises par des jeunes retraités ou enrichir leur plan de carrière et leur plan de retraite? Alors, qui voudrait répondre à cette question? Mais moi, je veux bien répondre, parce qu'en fait, on a intégré, je vais vous donner l'exemple concret de Nexans, c'est qu'on a intégré dans notre accord QVT, pour les personnes, qualité de vie au travail, pardon, pour les collaborateurs qui sont mentors et qui se rapprochent de la retraite. Donc, ils ont la possibilité de mettre en place un plan, du coup, de retraite progressive, et ce qui permet en fait de passer un temps dans la transmission du savoir. Donc, ils deviennent en gros mentors dans leur et sachant pour le coup dans leur on va dire dans leur scope de responsabilité et ils vont mentorer soit un jeune recruté ou soit un collaborateur déjà présent dans l'entreprise et ça c'est dans notre démarche de TSF en fait de transmission du savoir. Donc le collaborateur va moins travailler
et va avoir le rôle de mentor et passer du temps pour transmettre ses compétences auprès du collaborateur. Et du coup, il va percevoir une retraite progressive et au fur et à mesure, il va pouvoir déléguer son savoir pour partir sereinement à la retraite. Et ça permet justement de capitaliser le savoir et de ne pas perdre le savoir pour l'entreprise en question. Merci Karima. Ensuite, on avait une question, enfin au début, je dirais, plutôt qu'ensuite, on avait une question pour Adjer, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, c'était une question, quand vous parliez des questionnaires d'impact avant-après, une personne a demandé, c'est Véronique Réginzen qui a demandé, mais pour quelle durée de mentorat vous proposez ces questionnaires avant-après, d'ailleurs, qui ont été demandés par 2 personnes. Alors, j'ai vu que vous aviez noté une adresse mail, mais je vous donnerai aussi celle d'une personne d'AnimaFac. D'accord, merci beaucoup pour cette question. Alors, je précise que nous, on est en train de mener ce projet de recherche dans le cadre vraiment de conventions qui ont été signées avec plusieurs associations du collectif Mentorat que j'ai cité tout à l'heure. Et justement, quand on a travaillé, parce que ça fait vraiment pratiquement presque 1 an qu'on réfléchit justement sur qu'est-ce qui peut être évalué, dans quel contexte, pour quelle durée. En fait, on a estimé qu'il faut qu'il y ait une relation qui s'installe. Donc, c'est très difficile de travailler sur des relations très court terme. Donc, on est sur des durées qui sont au minimum autour de 6 mois. Parce que sinon, on n'est pas vraiment dans une relation mentorale au sens où il y a une confiance qui se crée, on se connaît, il y a une sorte, entre guillemets, d'intimité qui se crée où on peut se dévoiler, parler de soi, etc. C'est ça qui amène justement la force d'une relation mentorale. Et je suis en train de répondre à une autre question qui arrive, mais je reviendrai plus à l'heure sur la qualité en fait de la relation mentorale et son effet sur les bénéfices. Donc voilà, il faut qu'il y ait une durée d'à peu près 6 mois, et plus la durée est longue, je pense que c'est mieux. Maintenant, par rapport aux questionnaires, en fait, ils ont été conçus comme outils de travail dans ce projet de recherche. C'est-à-dire, bien sûr, il y a dedans des outils qui peuvent être utilisés pour un référentiel de compétences, pour évaluer, mais en tout cas, là, c'est un outil de recherche. Bien sûr, on sera ravis de travailler avec d'autres. C'est pas parce que là, on a démarré avec uniquement 5 associations qu'on ne travaillerait pas avec d'autres. L'outil est là et la volonté est là d'élargir. Et donc voilà. Donc, s'il y a de futurs partenaires qui souhaitent travailler avec nous, on sera ravis de discuter avec eux et de leur partager justement notre savoir-faire et nos outils. Alors là, je sors de mon rôle de modérateur, mais en tant que présidente de Job IRL, où on fait des questionnaires avant-après depuis maintenant 2 ans, je suis preneuse et on est prêt, à mon avis, à travailler avec vous. J'en parlerai à notre responsable impact. Avec grand plaisir. Donc, je crois qu'il y avait une autre question à laquelle je commençais à répondre, mais si vous... alors, écoute, allez-y. Après, comme ça, je laisserai la parole à d'autres personnes. En fait, il y a quelqu'un qui a parlé justement de quel est, est-ce qu'il y a justement un impact de la qualité de la relation mentorale, est-ce qu'on peut l'évaluer? La réponse est oui, il y a des mesures qui existent, qui ont déjà été testées pour évaluer la relation, la qualité de cette relation mentorale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, il faut qu'il y ait une sécurité psychologique qui s'installe, il faut qu'il y ait une bienveillance, parce que c'est à partir de ce moment-là que l'on peut transmettre et que l'on peut aussi apprendre. Et la réponse est oui sur aussi, est-ce qu'il y a des effets sur les bénéfices? Effectivement, plus la qualité de la relation qui s'installe est meilleure, plus la personne mentorée retire des bénéfices, puisque toutes les recherches que l'on connaît aujourd'hui documentent justement les effets sur
de cette qualité de relation mentorale sur les mentorés. Nous, de notre côté, l'équipe de recherche de l'EDEC sur ce sujet, on est justement en train de travailler sur les bénéfices sur les mentors. Et notre conviction, en tout cas notre hypothèse, c'est qu'effectivement, plus cette qualité de relation est meilleure, plus aussi le mentor pourra bénéficier. Parce qu'en fait, un des leviers à travers lequel on peut bénéficier, ce sont les questions qui se posent. Ce sont les moments où on peut identifier ses forces et ses faiblesses. Ce sont les moments de feedback. Et les feedbacks sont donnés par le mentor au mentoré, mais aussi par le mentoré au mentor de plusieurs façons. Et c'est un moment qui permet une réflexivité, qui permet de développer justement ses compétences en tant que leader, en tant que aussi manager, en tant que personne qui s'ouvre vers l'inclusion et vers le développement des autres. Donc voilà, donc c'était la réponse à la question qui suivait. Et je me permets une question complémentaire. Est-ce que vous avez envisagé une reconnaissance des compétences justement par les associations partenaires? Puisque là, vous parlez de feedback, mais on pourra avoir un feedback par les associations partenaires qui sont médiateurs entre les mentors et les mentorés. Alors pour l'instant, on n'a pas prévu ça, mais ce sont en fait, ce qui est bien, c'est que dans les relations partenariales qu'on est en train de nouer avec les différentes associations, on est sur un projet de minimum 3 ans. Donc justement, ça pourrait, on aura certainement d'autres axes à explorer. Et aussi, bien sûr, cette question pourrait être évoquée. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, on est vraiment en train d'observer les bénéfices. En revanche, ça me permet de rebondir sur une discussion qu'il y a eu tout à l'heure par Sandrine Martin et Sarah Bilot sur la reconnaissance de l'engagement des étudiants, notamment l'engagement associatif. Et là, on a fait des progrès, on est plusieurs universités et avoir fait des progrès dessus. Comme l'a dit Sandrine, et je la rejoins totalement, il y a une telle diversité que c'est vraiment difficile de savoir comment on le fait, mais en tout cas les universités choisissent. Nous, on a choisi de le faire à travers des électifs auxquels les étudiants peuvent s'inscrire lorsqu'ils ont des missions d'engagement associatif et sociétal, et donc qui leur permettent d'avoir des crédits et qui leur permettent d'avoir du temps. Parce que quand on a des crédits, ça veut dire que le temps qu'on est en cours, on peut aussi le consacrer à pour cette matière, à cet engagement associatif. Et nous, notre choix, ce n'était pas uniquement de valoriser la mission sur le terrain, mais aussi qu'il y ait un moment après, quelques heures, avec un tuteur, avec un membre du staff et des professeurs de l'EDEC pour aussi nourrir l'étudiant en termes de réflexivité. Parce qu'il ne suffit pas de faire des choses, et ça j'insiste dessus, il faut aussi après se poser les bonnes questions et savoir situer ce qu'on a fait pour pouvoir se développer plus. Donc voilà, la question de la certification encore là peut se poser, mais en tout cas nous on l'a appliqué à l'EDEC par rapport à l'engagement social des étudiants. Très bien, merci. On a une question concernant le mentorat à distance. Et puisque le Covid a conduit pas mal de mentors mentorés à avoir plutôt une relation à distance, comment on peut évaluer et estimer l'acquisition de compétences par du mentorat à distance qui n'est pas toujours évident? Moi, je vais vous donner l'exemple de Nexence, parce que quand on a signé le partenariat avec NQT, c'était pendant le Covid. Du coup, nos collaborateurs n'ont fait que du distanciel avec les jeunes. Et ça a été positif parce qu'en fait, les jeunes se sentaient totalement isolés pendant cette période-là. Et du coup, ça leur permettait d'avoir un contact. Et peu importe, c'est pas trop grave, même s'ils ne se voient pas physiquement. On allume la caméra, on les a régulièrement au téléphone. C'est un impact tout aussi important. Donc, évidemment,
par exemple, moi, je vais vous donner mon expérience personnelle. J'ai suivi un jeune qui venait d'avoir son Master 2. Pour son premier emploi, il a trouvé un job, je ne l'avais jamais vu. Je l'ai eu qu'au téléphone. Il n'avait pas de caméra, donc il avait un ordinateur il avait un problème de caméra, du coup je ne l'avais jamais vu, je l'avais vu qu'en photo. Et je l'ai suivi pendant 6 mois. Il a trouvé un job et c'était les textos, les appels, comment ça s'est passé, etc. Et on ne s'est pas vu. Il était, en plus, il n'était pas en région parisienne, il était en province et il a trouvé un job. Donc c'est possible, même si évidemment l'idéal c'est quand même de voir le jeune en face. C'est possible et ça a un impact également. Vraiment, l'important, c'est vraiment de passer du temps, de communiquer et d'être disponible pour le jeune. Vraiment, c'est ça le plus important. Moi, je vais compléter, peut-être, je vais compléter sur cette partie-là parce que c'est vraiment un point super intéressant. À la FEV, on n'avait pas fait de mentorat à distance avant le Covid et ça a explosé au moment du Covid puisque de nos accompagnements, il a fallu qu'on continue à les mener pendant cette période et donc on est passé d'un seul coup au tout à distance et les étudiants ont été super agiles et ça s'est très bien passé. Donc on a maintenu énormément de mentorat à distance et ça nous a permis d'en développer et aujourd'hui on a vraiment quasiment une branche supplémentaire de la FEV avec du mentorat à distance qui nous permet d'aller dans des territoires où on n'allait jamais parce qu'on était trop loin des universités et c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que ça nous permet aussi de toucher des étudiants qui ne s'engageaient pas avec nous parce qu'ils n'étaient pas sur les campus. Et notamment, je pense aux étudiants de BTS qui sont souvent éparpillés sur le territoire où il n'y a pas de vie étudiante en tant que telle, puisqu'ils sont dans les lycées. Et donc, ça nous a permis d'aller toucher des étudiants qu'on ne touchait pas auparavant, notamment dans certaines écoles aussi. Et vraiment, cette partie à distance, pour nous, elle est tout aussi qualitative. Et puis, on essaye là, maintenant que ça se détend un petit peu, alors c'est pas trop le cas en ce moment, mais au moment où ça s'est détendu, d'avoir du mentorat hybride avec des temps en présentiel et des temps à distance pour que ce soit supportable en termes de déplacement. Mais c'est vraiment quelque chose qui est qualitatif et où on peut là aussi suivre les compétences acquises et de la même manière les faire valider. On n'a pas eu de souci de la part pour le coup des établissements d'enseignement supérieur pour valider le mentorat à distance. Par ailleurs, ils nous ont même aidés à mobiliser les étudiants au moment du plus haut de la crise sur cette partie à distance. Très bien, merci. Ensuite, on a 2 questions de participants, 2 questions sur le profil des mentors. Est-ce qu'en entreprise, donc là c'est une question peut-être plus pour Karima, est-ce qu'on a uniquement des profils de mentors dans les fonctions RH, coach et autres, ou est-ce qu'on arrive à avoir des mentors qui sont des opérationnels? Est-ce qu'on a que des cadres ou est-ce qu'on a aussi des non-cadres qui s'engagent? En fait, oui, alors... chez Nexence, c'est assez varié. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on essaye d'orienter le jeune avec le mentor qui est dans sa spécialité. Par exemple, le jeune de chez NQT qui est ingénieur et qui souhaite travailler dans la supply chain, automatiquement, on va l'orienter vers un mentor qui est ou qui a eu une expérience dans la supply chain. Du coup, globalement, on a une disparité de profils. On a dans la liste des critères du mentor, il faut qu'il ait de l'expérience professionnelle. Moi, ma volonté, c'était pas de mettre uniquement que des cadres. On a des agents de maîtrise qui suivent des jeunes. Et le dernier point, c'est que on a autant d'hommes que de femmes, de profils variés. Donc, c'est ce qui est le plus important parce que l'idée, c'est de se sentir à l'aise avec son mentor également pour le suivi. Donc, c'est vrai que pour le coup, les RH, nous, on va dire, dans la fonction RH, on a naturellement, on est beaucoup plus à l'aise pour orienter des jeunes dans n'importe quel, on va dire, n'importe quel type de poursuivre n'importe quel type de profil, que ça aille sur la finance, les ressources humaines, l'industrial, etc. Mais je pense que la relation mentor-mentoré dans la recherche d'emploi, c'est beaucoup plus efficace quand le mentor est dans son domaine.
Je pense que c'est mieux dans la recherche d'emploi. Après, évidemment, si on va au-delà de ça, c'est tout l'aspect, on peut se faire suivre par quelqu'un qui n'est pas, par exemple, un jeune qui est en RH et qui souhaite se faire suivre par un autre type de profil. Il acquérera plus je veux dire, une idée de l'entreprise, comment apprendre les codes, les soft skills, etc. Mais je trouve que c'est beaucoup plus efficace, particulièrement dans la recherche d'un premier poste, d'avoir quelqu'un qui connaît le marché de l'emploi, qui connaît le secteur et qui connaît le type de profil recherché. Alors moi, je reprends ma casquette d'animatrice pour dire qu'il reste 5 minutes et j'enlève ma casquette d'animatrice pour rebondir là-dessus puisque j'ai l'impression aussi que dans le cadre du collectif mentorat, le fait qu'aujourd'hui on assiste à une démocratisation du mentorat, c'est aussi l'idée de dire on ouvre à plus de jeunes, c'est-à-dire pas seulement des mentorats par exemple sélectifs où il y a des critères à l'entrée ou quoi, mais n'importe quel jeune peut avoir besoin d'être accompagné aujourd'hui. Mais on ouvre aussi le mentorat côté mentor, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être PDG du CAC 40 pour être mentor. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Je ne sais plus qui disait la dernière fois, avant le mentor c'était le PDG de la SNCF et demain c'est le cheminot, quoi. C'est voilà, vraiment, c'est aussi intéressant de se dire qu'on va démocratiser dans les deux sens. Ah bah là, si moi je vais témoigner au nom de Job IRL, où on a 7000 professionnels de tout métier, tout niveau de formation qui sont membres de notre plateforme. Et en effet, on a des gens qui précédemment n'avaient pas un vrai rôle de mentor, mais étaient dans cette démarche de partage d'expérience, de découverte de leur métier. Et donc, en effet, heureusement, j'ai envie de dire, il n'y a pas que des PDG qui ont envie de faire ça. Et juste pour un petit point, et je pense que je trouve assez bluffant, c'est que nous, on a aussi des organisations syndicales, hein, donc des élus qui mentorent. Hein, et ça, c'est pas courant. Et même dans on va dire dans la suite, je dirais même au-delà du domaine professionnel, du fait de s'engager dans une instance représentative du personnel, dans un CSE par exemple, je pense que c'est intéressant. C'est-à-dire que ça donne une vraie connaissance de ce qui se passe en entreprise et pour eux, ça leur permet aussi de préparer la relève syndicale aussi. Donc, et ça, c'est intéressant parce qu'on a développé aussi le mentorat dans l'industrie. On a passé beaucoup de temps avec Force ouvrière de la métallurgie pour justement parler du mentorat parce qu'eux, ils ont aussi cette problématique-là, c'est qu'ils ne savent pas comment attirer des jeunes pour la relève syndicale en fait. Et ils ont un problème de pyramide des âges avec une population vieillissante, je t'en parlais à Gers. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aussi de faire bouger les lignes et de préparer l'avenir. Je propose une dernière question puisqu'il est 56 et que nous devons terminer à 57 si on respecte parfaitement le timing. Pour croiser une question qui est passée et puis des questions qui avaient été posées, je dirais, précédemment, est-ce qu'on pourrait imaginer pour une reconnaissance des compétences au niveau hard skills ou soft skills, et est-ce qu'on pourrait imaginer la création d'open badge sur ces activités de mentorat ? Qui veut répondre? Open badge pour les étudiants ou pour les professionnels d'ailleurs? Alors, pour les étudiants, moi je peux répondre, hein, c'est déjà en cours. Nous, on le fait ça. On a un badge mentorat qui est délivré à la fin du parcours sur la plateforme REC. Alors, c'est les étudiants le demandent ou pas, c'est eux qui choisissent, mais il existe et c'est pas très très compliqué. Une fois que les compétences sont assez bien identifiées, après c'est pas très compliqué à mettre en œuvre, mais en tout cas, il existe sur le mentorat à la FEB. Bon. Moi, je pense que ça peut aussi s'appliquer aux professionnels. Maintenant, il ne faut pas que ça soit comme le côté financier, la motivation pour laquelle la personne s'engage. Maintenant, soyons clairs, il y a aussi pour certains et certaines un côté instrumental à retirer de la relation mentorale parce que c'est une reconnaissance que l'on mène des actions. Maintenant, pourquoi pas, mais voilà, il faut vraiment que ça soit, que ça n'interdise pas ce bénévolat et ce don de soi qui caractérise cette relation mentorale par rapport à une relation de coaching en fait. Très bien, merci. Je laisse la parole à Claire pour faire la conclusion. Merci à tous. C'est clair. Merci beaucoup à nos 4 intervenantes. Merci à vous tous les participants pour votre disponibilité, votre écoute, vos questions, votre patience. Voilà, le fait d'avoir passé toute une après-midi en visio, ça montre vraiment que le mentorat est un sujet qui est haut dans les cœurs.
et qui a un bel avenir devant lui. On a parlé valorisation de l'engagement étudiant, on a parlé leadership, on a parlé prise de hauteur, on a parlé études, on a parlé engagement, baisse du turnover dans les entreprises. Voilà, donc tout ça, c'est passionnant. Il y a un compte-rendu qui vous sera envoyé par mail à vous tous les participants.